ce soir pour ce meeting contre les violences policières, le racisme et l'islamophobie. C'est malheureusement assez rare qu'on se trouve dans une même salle entre étudiants, personnel universitaire, travailleurs, syndicalistes, les habitants du quartier populaire, militants antiracistes pour discuter de nos objectifs communs. La tribune ce soir est très représentative de ces singularités. Donc je vous présente les intervenants ici. Il y a Amal Bentoussi, fondatrice de Urgence de police assassine, sœur d'Amin Bentoussi qui a été tuée à balles dans le dos par la police en avril 2012. Il y a Sia Masbag, militante antiraciste. Et l'une des organisateurs du camp d'été décolonial. Il y a Abdoul, étudiant du collectif Liberté pour Abdoulaye. Abdoulaye est un étudiant guinéen de cette université et il se retrouve actuellement au centre de rétention et il est menacé d'expulsion. Il y a aussi Assa Traoré. Elle est sœur d'Adama Traoré qui a été assassinée par la police le 19 juillet dans le cadre de contrôle d'identité. Aujourd'hui, elle mène une lutte avec sa famille et le collectif Justice pour Adama pour établir la vérité et la justice pour Adama. En plus, je profite de ce moment pour inciter à acheter des t-shirts. Il y a une table ici. Il y a des t-shirts Justice pour Adama qui vont directement pour le collectif. Il y a Romain Altman, secrétaire général de la CGT Infocom. Qui avait eu le courage de dénoncer les violences policières commises contre les manifestants pendant la mobilisation contre la loi travail. Il y a également Guillaume Vado, doctorant et chargé de TD ici à Paris 1 en sciences politiques. Il a été victime des violences policières le 22 septembre lorsqu'il a essayé de filmer une interpellation brutale d'une femme noire à la gare de Saint-Denis et il est engagé aujourd'hui et il porte une plainte. Il y a finalement Mickaël Wamin, figure emblématique de la lutte des travailleurs de Goodyear, condamné avec 7 camarades à 9 mois de prison ferme. Il avait confirmé sa présence, mais a eu un empêchement à la dernière minute. Il nous a laissé néanmoins un message que je vais vous lire. Tout d'abord, je tiens à m'excuser du fait de mon absence ce soir parmi vous. Mais vous pouvez aisément comprendre que nous sommes dans la dernière ligne droite pour réussir un mouvement d'ampleur sans précédent à Amiens pour exiger et obtenir une relaxe des 8 de Goodyear condamnés à prison ferme pour avoir défendu leurs emplois. Le 19 et 20 octobre à Amiens, vous serez à nos côtés pour non seulement être avec les Goodyear, mais aussi rappeler que doivent stopper immédiatement les poursuites des centaines d'autres militants, ainsi que les violences policières dans nos quartiers. Vous êtes en ce sens invités à prendre parole à la tribune. Le 19 et le 20 octobre ne seront pas une fin en soi, car même si nous obtenons une relaxe pleinement justifiée pour autant, les comités de soutien que nous avons créés et tous les militants que nous avons rencontrés devront très rapidement se réunir afin d'impulser, proposer, organiser la poursuite de la lutte contre la loi travail jusqu'à son retrait. Nous allons devoir imposer dans la CGT, mais aussi dans toutes les structures, que ce soit pris en considération le fait que nous soyons une très large majorité reste déterminée contre cette loi après 15 mois, après le 15 septembre. Nous inscrivons les 19 et le 20 octobre dans la continuité de la mobilisation contre la loi travail, car nos condamnations du 12 janvier à de la prison ferme sont en lien direct avec une répression sans précédent voulue et organisée par un gouvernement au service de l'Europe et de la finance. La justice de classe qui nous condamne à de la prison ferme et qui poursuit les militants du mouvement contre la loi travail est la même qui acquitte les policiers coupables de violences et de meurtres. Face à cet ennemi commun, nous devons donc faire front. Nous devons tous battre ensemble.
Bon meeting et merci à vous tous et toutes de votre présence à Amiens les 19 et 20 octobre. Puis je me présente moi-même, je suis Tabitha, j'ai 19 ans et je suis étudiante en deuxième année de sciences sociales ici à Paris 1. Je suis membre du comité de mobilisation de Paris 1 qui s'est créé pendant la mobilisation contre la loi travail. Je ferai une courte introduction avant de passer la parole à nos intervenants. Pourquoi ce meeting aujourd'hui à l'université ? L'idée nous est venue à partir de plusieurs constats. Le premier, c'est qu'après 4 mois de mobilisation contre la loi travail et avec l'état d'urgence, nous avons vu une extension de la répression et des violences policières. Répression et violence, cependant, vivent quotidiennement très longtemps les habitants du quartier et les personnes racisées. Le deuxième constat était celui des limites de notre propre mouvement, qui, malgré sa longévité et détermination, n'a pas été capable de se généraliser, de s'étendre notamment à une autre frange de la jeunesse qui n'est pas dans les facs et les lycées de Paris intramuros, avec qui pourtant nous avons des intérêts communs. Le meurtre d'Adama cet été a fini de nous convaincre qu'il fallait briser les murs qu'on essaie de nous imposer. Le troisième constat est celui de la tentative de la part du gouvernement d'effacer l'expérience du printemps dans son offensive raciste autour de l'affaire de Burkini pour pousser à la division de notre camp, celui des exploités de ce système. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait rassembler autour d'une même tribune et d'objectifs communs, que ce sont nos ennemis qui cherchent à tout prix de diviser. En d'autres mots, qu'il fallait faire front contre l'offensive antisociale et répressive en cours pour la défense de nos droits démocratiques les plus élémentaires, de façon à préparer la contre-attaque. Si l'université peut commencer à devenir un lieu de ce type de débat, et si ce meeting marque un petit pas en ce sens, nos objectifs auront été remplis. Merci à vous. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les étudiants pour cette initiative et votre invitation. Il est important que la jeunesse soit préoccupée par la question des crimes policiers, des violences d'État et le racisme structurel. Je voudrais aussi remercier toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis 4 ans, qui sont engagées par conviction et par valeur qu'un autre monde est possible. Depuis la mort de mon frère Amine, tué d'une balle dans le dos, je n'ai jamais cessé de crier, de raconter son histoire, parce que Amine, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes, des quartiers qu'on a parqués. Dans des ghettos et qu'on a tués socialement par l'humiliation, la stigmatisation et pour finir tués physiquement. Amine, c'est un parmi tant d'autres qu'on a criminalisé et rendu coupable à titre posthume, comme à chaque fois. Certains diront même, je suis désolée parce que même 4 ans après, c'est toujours aussi dur de prononcer son nom. Et pour ceux qui me connaissent, je pleure tout le temps, excusez-moi, même si je suis souriante, mais c'est vrai que c'est toujours difficile avec moi d'aller jusqu'au bout. Mais je vous mets dans l'ambiance, quoi. Amine, c'est un parmi tant d'autres qu'on a criminalisé, rendu coupable à titre posthume. Certains diront même, eh bien, c'est pas grave, puisqu'il l'a cherché, il a mérité du coup de mourir. Et du coup, on est capable d'accepter l'inacceptable, la mort d'un homme. La peine de mort a été abolie, mais pas les mises à mort. Le combat qui m'anime aujourd'hui avec d'autres familles de victimes et d'arriver à obtenir justice, même si on sait qu'il est très difficile d'obtenir
face à la police, la justice, mais au moins la vérité. En France, il existe une culture de l'impunité policière, une idéologie malveillante à l'égard d'une population. Cette idéologie est un racisme structurel ancré au sein des institutions. Depuis de nombreuses années, des morts entre les mains de la police sont nombreux et à chaque fois échappent aux condamnations. Face à cette violence d'État, nous devons faire front et unis. Nous lançons avec les familles de victimes. Très bientôt, pour certains, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'Observatoire national des violences policières. Alors, vous me direz que certains diront qu'il existe déjà des sites qui recensent depuis de nombreuses années, depuis tous ces cas de personnes qui ont été tuées par la police. Mais l'idée de cette plateforme, c'est une idée qui a germé depuis 4 ans, en fait. Et je crois que c'est l'aboutissement de ces 4 années de rencontres, de personnes, de collectifs, d'étudiants, de gens que j'aurais jamais été amenée à rencontrer. Et c'est vraiment quelque chose où on voudrait donner la place à ce qui existe déjà. C'est pas refaire quelque chose de nouveau, c'est partir de ce qui existe déjà. Par exemple, les différents sites qui peuvent exister, comme mais que fait la police de Maurice Rachfus ou le collectif Vivolé ou à toutes les victimes qui recensent déjà de nombreux morts, qui font un travail formidable. Et du coup, c'est mettre tout ce travail-là sur une même plateforme et de façon à visibiliser ces violences policières et notamment les crimes qui, pour le coup, sont invisibles ou ils le deviennent quand il y a des voitures de brûlées, comme dans l'affaire de Adama, où là, les médias sont là, ils sont présents. Et du coup, et c'est symbolique aussi que ce soit porté par des familles de victimes, que ce soit des familles de victimes qui proposent ce support, parce qu'il y a un manquement de la part de nos institutions qui, au lieu de faire ce travail-là, nient tous ces crimes policiers, puisque à partir du moment, ce que nous répondent les institutions, c'est qu'à partir du moment où les policiers ne sont pas condamnés, c'est comme si ça n'existait pas, en fait, tout simplement. Donc ça voudrait dire que la responsabilité, il y a toujours une responsabilité dans la mort de quelqu'un. C'est impossible qu'il n'y ait pas de responsabilité. Il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. Il faut le vouloir pour tuer un homme d'une balle dans le dos. Il faut le vouloir pour étouffer, pour étrangler quelqu'un de ses propres mains. Donc moi, il y a un terme qui me chagrine particulièrement à chaque fois que je l'entends, parce que c'est bavure. Bavure, pour nous, ce ne sont pas des bavures, c'est une volonté de vouloir tuer quelqu'un. Bavure, c'est qu'il y a eu une erreur, et en fait, cette erreur-là, ça voudrait dire que c'est un accident. Et en fait, c'est pas un accident, en fait. Et donc voilà. Donc, du coup, je crois que j'ai été trop longue. On a 2 minutes. Il reste 2 minutes. Donc voilà, cet observatoire, il va s'appeler l'Observatoire national des violences policières. J'espère que toutes les familles y participeront et que tous les collectifs qu'on a pu rencontrer, qui nous soutiennent, les étudiants. On a besoin de monde, donc les étudiants, je vous fais appel ce soir si éventuellement vous êtes intéressés pour alimenter, pour faire ce travail aussi d'alimenter ce site avec des données. Et
Donc n'hésitez pas à venir vers nous, soit via la page du collectif Urgence Notre Police Assassine. Donc ça sera complètement quelque chose à part de Urgence Notre Police Assassine, parce que Urgence Notre Police Assassine, c'est radical, on ne plaît pas à tout le monde. Donc forcément, avec Urgence, du coup, on est taxé d'être des antipolices, des ultra-gauchistes, des je ne sais quoi, et j'en passe. En tous les cas, Urgence existera toujours parce qu'il faut qu'on ait cette liberté de pouvoir dire les choses. Et l'observatoire, ce sera quelque chose de, même si ce ne sera pas tout à fait neutre, mais en tous les cas, il faut qu'on ait des chiffres et qu'on soit unis pour cet observatoire. Et voilà, j'espère qu'on le fera ensemble. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Merci. Bonjour à vous tous. C'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Je n'ai pas préparé grand-chose, je n'ai pas préparé de discours. En tout cas, je tenais à vous remercier. Aujourd'hui, c'est moi qui est là, c'est moi qui parle. Au nom de toute ma famille, on est une grande famille. On vous remercie tous. Et depuis le début, en tout cas, de ce combat, ça fait que quelques mois aujourd'hui, mais on a ce soutien énorme qui nous donne vraiment beaucoup de force. Et sans vous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, en tout cas aujourd'hui, et comment on avance, on ne pourrait pas le faire. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse vous le dire, parce que vous nous donnez tellement de la force que même quand on veut lâcher, quand on est fatigué, quand on dit on arrête, vous êtes derrière nous, vous nous envoyez des messages. Aujourd'hui, cette femme qui nous accueille, Tatiba, toi qui nous a... Franchement, je la remercie beaucoup parce que pendant toute la durée de la préparation, elle nous a appelés tout le temps avec notre famille pour qu'on soit là, en tout cas aujourd'hui, à vos côtés. Merci beaucoup au nom vraiment de toute ma famille. Et je remercie aussi toutes les associations. Et toutes ces associations qui ont pu nous aider, ces collectifs, dont le collectif d'Amal qui était là aussi dès le début, mais vraiment tout le monde, c'est vraiment sans oublier personne. Ça, c'est important pour nous. Parce que ce qui nous est arrivé, en tout cas le 19 juillet, nous n'étions pas préparés à tout ça. Vraiment pas, ça nous est tombé dessus. J'ai même pas de mots, je sais pas. Nous, voilà, Adama, il est mort dans des conditions atroces. Vous savez, quand le pompier nous donne certaines déclarations et qui nous confirme dans quel état il est mort, ça nous... bien sûr, ça fait avancer l'enquête, mais nous, ça nous meurtrit encore plus, parce qu'on se dit, mon frère, il est mort dans des conditions atroces, seul, et comme un chien. Parce qu'il faut dire les mots, il ne faut pas peser les mots, c'est ce qui s'est passé. Mon frère, il est mort dans les locaux de la gendarmerie. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important de le dire. Il n'est pas mort dans la rue. Il n'est pas mort... même s'il serait mort dans la rue, mais il est mort dans un endroit qui est assez symbolique et fort dans l'État français. Parce que soit la police, soit la République, ça appartient à qui? Ça appartient à la République, ça appartient à cet État-là, qui aujourd'hui reste muette, qui ne fait rien. On va dire les choses, tout en restant politiquement correct. C'est comme si donner une autorisation à tuer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tué mon frère. Avant ça, il y a eu d'autres victimes. Et il ne faut pas qu'il y ait d'autres victimes. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres morts. Parce que vous savez, ce que nous, on vit aujourd'hui, on le souhaite à personne. Vraiment, on le souhaite vraiment à personne parce que c'est quelque chose de très dur, très dur à porter. En tuant notre frère, c'est vrai qu'il est parti, c'est vrai qu'il n'est pas là. Mais ils ont tué quelque chose en nous. Il y a vraiment quelque chose en nous qui nous ont enlevés. On est là, on parle avec vous, on est assez fort, mais on se dit, mais je fais tout ça pour mon frère, je me lève, on se lève chaque jour, chaque matin pour faire ça pour mon frère, mais on ne le reverra plus. Et on se dit, mais est-ce que tout ça, ça a un sens? Est-ce qu'on doit le faire? Et après, on se dit, si, ça a un sens. Il faut le faire parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de victimes. Il ne faut plus que ça arrive, il ne faut plus que ça continue. Et pour plus que ça continue, il faut qu'il y ait une mobilisation assez forte.
Et cette mobilisation-là, il faut que tout le monde, pour faire plier la France, pour faire plier la République, il faut que tout le monde se lève. Et ce n'est pas que les quartiers populaires qui vivent tout ça, qui doivent se lever, aller dans les rues, ou comme on a vu pour la loi de travail, où c'est une autre partie de la population qui y va. C'est tout le monde qui doit se lever. Et le jour où tout le monde aura compris ça, et que tout le monde va se lever et va marcher dans les rues de France pour arrêter toutes ces violences, que ce soit ces violences qu'on leur donne, parce qu'on leur donne, hein, on les autorise à faire ça, parce qu'ils continuent à le faire. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que tout le monde ne va pas se lever pour aller ensemble, ils vont continuer à le faire. Aujourd'hui, si nous on est là, on est à la fac, c'est très bien, on n'est pas dans un quartier populaire, on n'est pas forcément qu'avec des jeunes issus de quartiers populaires, on est avec vous aujourd'hui, et cette force-là, il faut aller leur donner à eux aussi. Comme eux peuvent vous donner cette force-là, parce que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas le faire. Si une partie de la population se lève et que l'autre ne se lève pas, c'est pas grave, diviser pour mieux régner. Mais si on y va tous ensemble, la révolution, on l'a eu comment? En France, elle s'est faite comment la révolution? Tout le monde s'est levé, tout le monde est parti. Et on doit la faire ensemble. Il est limité, donc je ne vais pas revenir sur cette journée du 19 et sur toute cette injustice qu'on a pu vivre, parce qu'on a vécu des injustices. Et heureusement qu'on a pu se défendre parce qu'on connaît nos droits. Et aujourd'hui, ce qui est important aussi, et c'est moi ce que je veux dire aux jeunes, vraiment à tous les jeunes, que ce soit vous, les jeunes issus de quartiers populaires, c'est important de connaître ses droits, c'est important de savoir se défendre, parce que quand on ne sait pas se défendre, quand on ne connaît pas ses droits, quand on ne sait pas s'exprimer, on bafoue nos droits, on nous utilise et tout est camouflé. Et on fait comme si de rien n'était. Et ça, on n'a pas le droit. Le droit doit être accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment propager et partager à tout le monde. Parce que quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. Parce que quand on a la chance d'être en France, dans un pays de droit, il faut utiliser ses droits. Et parce que quand je dis ça, c'est qu'il y a eu énormément de mensonges sur le dossier d'Adama. Il y en a eu énormément. Donc il y a eu des mensonges, on a toujours contre-attaqué derrière, avec nos avocats. Toujours. Un autre mensonge emmène à une autre vérité. Un autre mensonge emmène à une autre vérité. Et on va continuer en tout cas dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'il y a encore des mensonges qui vont sortir. Et nous, on est derrière aujourd'hui. On attend le dépaysement. Donc le procureur n'est plus sur l'affaire. Une fois qu'on aura le dépaysement, ce qu'on veut, nous, c'est la mise en examen des gendarmes. Donc on nous dit, vous rêvez, il n'y aura pas de mise en examen des gendarmes. Moi, je vous dis que si, on aura une mise en examen des gendarmes, et on ne pourra pas la faire seule. Ça veut dire qu'il faudra la faire avec vous. Et quand ils vont nous dire non, quand ils vont nous dire qu'on ne pourra pas la faire, nous, on fera un appel, il faudra tout sortir. Parce que s'il n'y a pas de mise en examen de ces gendarmes-là, il y aura d'autres gendarmes qui vont le faire, et ils vont tuer, et ils vont continuer à tuer. Et aussi, sortir dans les rues et parler et se défendre, c'est aussi pour que les affaires qui sont en cours, qui sont derrière nous, puissent être jugées équitablement. Parce qu'il y a des affaires qui sont encore là, qui sont peut-être prises à la légère ou qui ne sont pas forcément jugées comme elles devraient être jugées. Tout ça, doit donner une force à tout ça et retourner, que ça soit, qu'on change de sens, qu'on aille vers le sens de la justice et de la vérité. Pour finir, pour faire court, nous on a déposé dans la semaine l'association au nom d'Adama. Donc c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur avec notre famille. De faire quelque chose au nom de mon frère, c'était fort et symbolique pour nous. C'est vraiment, à travers cette association, nous on veut qu'il y ait un accès au droit et à la justice. Ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a le droit à la justice, peu importe son histoire, peu importe. Et si nous, à travers Adama, on peut aider ces personnes-là, ces jeunes-là, ou vous, ou d'autres personnes, à arriver à cette justice, à des droits, à une justice et à une vérité, si on peut le faire à travers du nom d'Adama, on aura gagné. Et aussi une autre chose, c'est cette association, ce ne sera pas que sur des bavures policières, des crimes policiers, c'est qu'Adama, il est parti à 24 ans, Adama, il était jeune, Adama, il avait un bel avenir devant lui, il avait plein de belles choses.
Vous savez, le soir de son anniversaire, il avait prévu d'aller manger au restaurant avec ses amis et ses frères. Et le week-end, il devait partir dans le sud à Valence, rejoindre sa sœur jumelle et descendre en Espagne. Mon frère, il aimait énormément voyager. Il a fait presque, je dirais pas qu'il a fait presque tous les pays d'Europe, mais il en a fait beaucoup. Et en fait, à travers cette association-là, nous, on veut que tous ces jeunes-là, qui sont jeunes, qui sont encore jeunes, qui ont encore un avenir devant eux, puissent le vivre à travers le nom d'Adama, parce qu'Adama, il n'a pas pu le faire. Et nous, si on peut le faire à travers d'autres personnes, à travers d'autres jeunes qui ont cet espoir-là, en disant, regardez devant vous, prenez un chemin où votre avenir, il sera bon, il sera beau. Si on peut le faire à travers le nom de mon frère, à travers cette association-là, Adama, il est encore dans notre cœur, mais il vivra pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, c'est un symbole pour nous, mais je pense que c'est un symbole pour vous tous et pour nous tous. Et j'espère qu'à travers son nom, on pourra avoir une justice et une vérité pour lui et pour toutes les affaires qui vont arriver derrière et pour toutes celles qui sont devant nous et toutes celles qui sont derrière nous. Donc je vous remercie, vraiment merci beaucoup de toute cette partie. Je voulais juste rajouter une dernière chose sur Facebook, qui est à la page La Vérité pour Adama, où on essaye en tout cas de mettre toutes les informations, les photos que vous nous envoyez avec les t-shirts. Donc voilà, c'est vraiment, et quand l'association en tout cas sera officielle, j'espère qu'on aura autant d'adhérents que vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je voulais commencer par remercier les autres intervenants et intervenantes qui sont tous des figures de la lutte contre les violences policières, contre le racisme et contre la répression. Intervenir après Amal Mentoussi, après Assa Traoré, c'est forcément intervenir avec humilité, avec détermination aussi. Moi, pour dire quelques mots sur ce qui m'est arrivé et après essayer de chercher à apporter un éclairage aussi sur ce dont on discute ce soir. Moi, je pense que la première chose à dire, c'est ce qui est arrivé le jeudi 22 septembre au soir. Ça constitue une défense pratique de la part des policiers de leur propre impunité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, en sortant de la gare, je me suis retrouvé face à un dispositif où il y avait entre 35 et 40 policiers de la police nationale, membres de la sûreté SNCF et de la brigade anticriminalité. Tout ça pourquoi ? Pour exercer un contrôle d'identité extrêmement brutal contre une femme qui était noire et qui criait de douleur. Et c'est pour ça que s'était attroupé un certain nombre d'habitants. Moi, j'ai voulu filmer ce contrôle pour leur imposer de rendre public leur pratique et peut-être essayer de leur poser une limite. Ça n'a pas duré longtemps, j'étais attrapé, j'étais brutalisé, menacé de mort, menacé de viol. Des menaces qui ont été précisées quand ils ont trouvé mon adresse, en disant qu'ils allaient venir à mon adresse, et des menaces qui ont été étendues à mes collègues de la Sorbonne en disant qu'ils viendraient ici pour nous tuer et nous violer. Donc cette affaire, elle a connu une médiatisation importante. Et pourtant, c'est une histoire qui est banale, c'est une histoire qui est quotidienne. Le seul élément qui n'est pas banal là-dedans, c'est que ça soit arrivé à quelqu'un qui est enseignant à la Sorbonne et qui n'est pas racisé. Et c'est ça, je pense qu'il faut commencer par souligner. Et si ça permet de discuter des violences policières et celles qui touchent structurellement les habitants des quartiers populaires et les personnes racisées, alors c'est déjà un petit pas en avant qu'on aura pu faire. Ce pas en avant, il commence un tout petit peu à se concrétiser avec le fait que l'appel à témoignage large qu'on a rendu public, il a généré déjà une libération de la parole sur des violences policières, non seulement celle du 22 au soir, mais bien au-delà, celles qui touchent l'ensemble de la ville de Saint-Denis. Il y a des choses qui nous arrivent, qui remontent aux années 90, qui remontent il y a plusieurs années, qui touchent d'autres villes et qui permettent en fait de montrer que ces violences policières structurelles, ce qui les fait tenir, c'est qu'il y a une omerta, il y a une interdiction de parler. Et c'est cette interdiction qu'il faut qu'on réussisse à lever en construisant un rapport de force. Bon, ce qui est arrivé ce soir-là, je trouve que ça amène à questionner en premier lieu ce que fait la police et ce que font les différentes forces de l'ordre dans une ville comme Saint-Denis. Mais il n'y a pas que Saint-Denis où ça se passe. Ce que fait la police, c'est l'usage de techniques de répression qui sont héritées de l'époque coloniale et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, qui sont des méthodes de répression, qui sont des agressions collectives contre la population, c'est-à-dire ce que les classes dominantes ont appelé l'habeas corpus, qui en droit fait que la police est censée traiter les individus et les traiter comme individus. En réalité, ça n'a jamais existé dans les colonies et ça n'a jamais existé dans les quartiers populaires contre les personnes racisées.
La police frappe les populations, intimide les populations, de la même manière qu'elle menait au temps des colonies des représailles sur l'ensemble des villages ou sur l'ensemble de ce qui s'appelle les quartiers noirs pour imposer un ordre politique et l'oppression raciste. Il y a une continuité historique, une permanence dans les pratiques de la police dans une ville comme Saint-Denis. C'est le travail d'un collègue qui s'appelle Mathieu Rigouste, qui montre comment le savoir-faire français, je mets ça entre guillemets, c'est eux qui en parlent de cette manière-là, c'est exporté, le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre, c'est exporté, il s'est exporté d'une expérience qui avait été accumulée par les forces de répression, l'armée et la police française dans les colonies, notamment par la répression des patriotes algériens et des patriotes camerounais et des patriotes d'autres pays qui ont été massacrés. Et cette doctrine contre-subversive, comme ils l'appellent, a ensuite servi et inspiré des dictatures comme celle de Pinochet, comme celle de Videla en Amérique du Sud. Donc c'est ces méthodes-là aujourd'hui qui sont encore utilisées dans les quartiers. Et ce qui explique cette continuité et le fait qu'il y a une espèce de copier-coller entre ces méthodes de répression de la police, celles qui se sont exprimées le jeudi 22 au soir et qui continuent à s'exprimer tous les jours, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi une continuité dans l'oppression coloniale, néocoloniale qui sont subies par les pays africains et les anciennes colonies. On le voit avec les guerres, Hollande a le record, une guerre par an à peu près sous son mandat, et les pillages coloniaux qui se maintiennent. Et je voudrais en passant souligner que le Front National, pour qui vote plus de 50% des policiers et des gendarmes, a toujours combiné, dans une espèce de paradoxe apparent, mais qui en réalité est entièrement cohérent, la revendication du repli national ici en France. Il est avec moi. Une instance qui sert aussi de formation au garde du corps. On est dans l'ambiance, quoi. Cela, en fait, c'est entièrement cohérent. C'est l'ensemble d'une politique qui a un volet intérieur et qui a un volet extérieur, et qui n'est pas qu'une politique du Front National, parce que le Front National est collé tout contre les institutions de répression de l'État français en ce qui concerne l'oppression des populations racisées. Qu'est-ce que c'est donc que la nouveauté, puisque je parle de continuité? La nouveauté, c'est l'extension de ces méthodes au-delà des populations pauvres et racisées. À travers l'installation de l'état d'urgence permanent, je crois qu'on l'a vu quand il s'agissait de manifester contre la COP21 en décembre dernier, ou contre la loi travail au printemps. En 2005, l'état d'urgence avait été décrété pour les banlieues. C'était la première fois qu'il l'était à nouveau depuis la répression de la révolution algérienne. En 2015, et depuis, il a été étendu à l'ensemble du territoire, et donc on voit l'extension de ces pratiques-là. Il faut que ça nous permette d'en parler et de visibiliser l'ensemble, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, et que ça nous permette de construire un front pour lutter contre tout ça. La deuxième chose que je voudrais développer ce soir, ça concerne ma position en tant qu'enseignant de l'université, en tant que personne non racisée. Ce qui se pose une question, c'est de savoir quelle est la légitimité que nous, ici à l'université, on peut avoir pour parler des violences policières. Parce qu'on ne les subit pas de la même manière que les habitantes et habitants des quartiers populaires. Et en fait, il me semble que la question, c'est pas de savoir si on a le droit d'en parler, mais plutôt qu'on a le devoir d'en parler. Et je dis ça pour interpeller, y compris les étudiants et les collègues. D'en parler, mais pas d'en parler à la place des personnes qui sont directement ciblées par le racisme et les violences policières, mais d'en parler à côté, d'en parler avec, et d'essayer de générer à partir de l'université, puisque l'université a accès à l'espace public, une prise de confiance pour que tout le monde puisse en parler, et notamment les premiers concernés. Valls disait il y a un peu plus d'un an, en visant d'ailleurs les chercheurs en sciences sociales, que face au terrorisme, chercher à comprendre, c'est déjà excuser. Chercher à comprendre, c'est déjà excuser. Ça, c'est l'axiome politique d'une société policière. Ça, c'est un axiome politique qui permet d'imposer un langage unique et qui débouche sur le 22 au soir des policiers qui, face à une femme noire, pauvre, racisée, qui n'a pas de ticket, expliquent qu'ils sont déjà dans la lutte contre le terrorisme. Au contraire, les sciences sociales qui nous servent à décrire, à enquêter, à rendre visible la réalité sociale, elles doivent réussir à rendre visible tout ça. Sinon, à quoi sert la Sorbonne? La Sorbonne doit commencer à servir à ça. La Sorbonne, elle a été ciblée par les policiers ce soir-là, qui voulaient réaffirmer leur impunité en disant qu'ils allaient venir jusqu'ici pour nous violer, nous tuer. C'est à nous maintenant d'aller jusqu'à eux, en réalité, pour mettre en lumière les millions de contrôles aux faciès, les violences policières, les humiliations quotidiennes, et la répression silencieuse et implacable qui vise aussi les salariés qui relèvent la tête. Et je pense que ce que disait Amal Bentoussi là-dessus, en appelant les étudiants à contribuer, à faire émerger les témoignages, à faire émerger la réalité de ces violences policières, c'est un appel auquel on doit répondre en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, en tant que personnel des universités. La classe politique dominante, elle est en train de s'acheminer, avec une grande homogénéité d'ailleurs, de droite comme de gauche, vers l'idée que toute micro-déviance par rapport à l'ordre établi, par rapport à leur ordre, c'est un acte terroriste.
Donc pour les policiers du 22 au soir, effectivement, cette dame, elle était dans le terrorisme parce qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un ticket et parce qu'elle était racisée. Et au printemps, c'est les syndicalistes combatifs, c'est les étudiants qui étaient terroristes et c'est les goudieurs qui continuent à l'être parce qu'ils ont défendu leur emploi et que maintenant ils mangent 9 mois de prison ferme. À mon avis, c'est souvent quand on est mis face à la nécessité la plus violente, que les grandes choses se produisent et que se lèvent les obstacles qui ont fait que pour l'instant on a pu combattre un petit peu en séparé chacun de son côté. Peut-être que collectivement, si je voulais terminer en disant ça, on peut faire de ce meeting l'occasion de poser un premier jalon dans la construction de ce front commun, puisque c'est le titre que les organisateurs ont choisi de donner au meeting. Et peut-être que ça pourrait se concrétiser de deux manières. Amal faisait déjà une proposition, mais je pense que c'est des choses qui vont à peu près dans le même sens. C'est-à-dire déjà qu'on se dise que le week-end qui est appelé par les syndicalistes de Goodyear, qui sont condamnés à 9 mois de prison ferme, le 19-20 à Amiens, qui est un appel qui est large, qui inclut la question des violences policières et qui inclut les violences et la répression qui sont subies par tout le mouvement dans le monde du travail, que ça soit un appel auquel on répond pour s'y rendre collectivement et en faire la prochaine échéance après ce meeting-là. Et une autre... Une autre proposition, ça serait qu'on cherche à pérenniser l'arc de force, y compris en l'élargissant, parce que tout le monde n'est pas là. Je sais qu'il y a des excusés, la brigade anti-négrophobie est excusée, le Front uni des quartiers populaires est excusé. Néanmoins, il y a encore des collectifs qui auraient pu être ici, qui ne le sont pas pour des raisons matérielles, tout ça s'est organisé rapidement, mais néanmoins il ne s'agirait pas qu'on en reste là, et peut-être qu'on peut réussir à pérenniser une plateforme, un cadre, un collectif, mais en tout cas quelque chose qui nous unisse pour lutter ensemble contre la violence policière et la répression et le racisme, parce qu'on sait qu'on a encore du pain sur la planche, que les choses ne sont pas en train de s'arranger de ce point de vue-là. Bonsoir tout le monde. Pareil, avant toute chose, remercier les associations et étudiants organisateurs. C'est une très belle initiative et c'est déjà une très belle réussite vu le monde et l'enthousiasme qu'il y a. Difficile de passer après Guillaume Vadot, puisque vous avez dit l'essentiel de ce que j'allais dire. Évidemment, quand il y a la question raciale et coloniale, eh ben, c'est un peu le sujet. Mais néanmoins, peut-être revenir sur quelque chose et apporter quelques précisions, ou en tout cas nuances. Parce que vous savez, j'aime bien susciter le débat. Donc voilà. Non, les violences policières, c'est un sujet... En fait, c'est un sujet qui revient depuis des décennies. Moi, là, ça fait que 6 ans que je milite sur ces questions-là. Et j'ai l'impression de répéter presque tous les mois la même chose. C'est-à-dire que ça fait des années, des décennies que les militants de l'antiracisme politique et des quartiers populaires répètent la même chose. C'est-à-dire que les violences policières sont présentes et inscrites dans l'organisation même, dans l'organisation étatique même des quartiers populaires. Depuis 1979, toutes les révoltes urbaines qui ont éclaté sur le territoire national sont d'ailleurs parties de ça, d'un crime policier, d'un contrôle d'identité qui a dérapé, de violences policières qui ont embrasé les quartiers. Donc c'est quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est inscrit. Moi j'ai été porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès et ça nous avait assez frappé de découvrir comme ça par hasard une affiche. On voyait des militants algériens en 1962 porter une pancarte « Stop le contrôle aux faciès ». Donc on ne l'avait jamais vu avant, c'est une coïncidence, mais ça montre bien la continuité et l'inscription, Guillaume l'a très bien rappelé, de ces pratiques policières dans l'histoire esclavagiste et coloniale de l'État français. Et pareil, il y a eu la marche de la dignité en 2015 qui avait comme point crucial la lutte contre les crimes policiers. Et il faut se rappeler aussi qu'en 1983, quand la marche pour l'égalité et contre le racisme a démarré, elle a commencé sur un crime policier aux mains guettes et elle avait comme revendication principale la fin des violences policières, la fin des contrôles aux faciès et la fin des crimes policiers. Donc c'est quelque chose d'ancien. Les violences policières, il faut bien comprendre ce que c'est, notamment dans les quartiers populaires qui sont le laboratoire de préparation des techniques policières, de la militarisation de la police et qui sont en fait une succursale d'entraînement du bras armé de l'État français. Les violences policières, c'est à la fois le contrôle et la répression de ceux qui sont considérés comme étant des indésirables, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient racisés. C'est aussi un rappel à l'ordre social et racial des populations.
et donc notamment des populations descendantes de l'immigration post-coloniale. Ça, c'est super important. C'est le bras armé, c'est la force de l'État français, et donc dans cette perspective-là, dans ce sens-là, c'est ce qui permet d'exprimer, c'est l'expression, la manifestation la plus brutale et la plus violente du racisme systémique et de la pression qu'exerce l'État français sur les populations descendantes de l'immigration post-coloniale. Ces violences policières, elles s'expriment et elles se manifestent sous plusieurs formes. Il y en a 3 principales. La première, c'est les contrôles aux faciès, les contrôles d'identité abusifs aux faciès, qui sont donc fondés sur l'apparence. Souvenez-vous, il y a une étude du CNRS qui date de 2009 qui a démontré qu'un arabe a 8 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc, qu'un noir a 6 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc, et que de manière générale, un jeune, mais il faut bien comprendre, quelqu'un qui a un style urbain, a 11 fois plus de chances d'être contrôlé. Et évidemment, dans la catégorie jeune, dans la catégorie urbain finalement, il y a une ethnicisation qui est présente de fait. La deuxième manifestation, c'est les violences policières. Et là, ça va commencer à piquer un peu, mais c'est important. Les violences policières, elles sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes pour les racisés, elles sont quotidiennes dans les quartiers populaires. Comme moi, vous avez vu, il y a eu une extension de ces violences policières, notamment dans le cadre du mouvement social. On a vu au printemps notamment, enfin depuis le printemps, une explosion des violences policières à l'encontre du mouvement social contre la loi travail. Les militants que nous sommes, les militants de l'antiracisme politique que nous sommes, ont eu une réaction mitigée face à ça. La première, c'est que c'est très bien quand la population se rend compte qu'elle peut aussi être victime de la répression et du contrôle de l'État français. C'est très bien, parce que ça permet de faire avancer nos causes et ça permet que les gens se mobilisent. Mais il y a aussi un bémol. Et le bémol, il est sur la médiatisation et la récupération politique de ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé des violences policières que depuis qu'elles ont touché les Blancs. Et la réalité en France, donc d'un point de vue médiatique et d'un point de vue politique, c'est qu'il y a 2 choses qui mobilisent le pouvoir, quelle que soit sa forme, français. C'est les crimes policiers aux États-Unis, là tout le monde est chaud, et le mouvement social, quand on s'attaque au mouvement social. Mais ce qui est très important, et pour moi c'est la condition sine qua non d'une convergence des luttes, et c'est la condition sine qua non d'un front commun, c'est qu'il faut se rappeler constamment, et vraiment constamment, que les violences policières qui ont été subies par les manifestants durant les manifestations contre la loi travail sont subies par les racisés quotidiennement dans les quartiers populaires, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. On débordera sur le prochain. Sans rire, trêve de plaisanterie, c'est en ça que, pour moi, il faut vraiment insister sur ça. On a tendance, quand on parle des violences policières, nous, en tout cas, militants de l'antiracisme politique, à faire de la question raciale quelque chose d'indispensable, d'inéluctable et de non négociable. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes obsédés par la question raciale, mais tout simplement parce que si nous ne la portons pas, personne ne la portera à notre place. Et la réalité est là, les statistiques sont là. C'est-à-dire que les gens les plus victimes de contrôle d'identité abusif sont des racisés et des habitants des quartiers populaires. Les gens les plus victimes de violences policières sont des racisés et des habitants des quartiers populaires. Et les gens victimes de crimes policiers sont des racisés et des habitants des quartiers populaires. Et de manière très concrète aussi, il y a eu la mort d'Adama Traoré, il y a quelque chose qui s'est passé cet été autour de la mort d'Adama Traoré. Moi, je crois que ça m'a fait penser aux mobilisations qu'il y avait eu suite à la mort de Ziad Ebouna. Je crois qu'en termes de crimes policiers, on n'avait pas connu d'aussi grande mobilisation, on l'a dit à ça depuis Ziad Ebouna. Mais il ne faut pas oublier ces morts qu'on ne dit pas aussi, ces morts qu'on tait. Avant Adama Traoré, quelques semaines avant, il y a un jeune Comorien de 22 ans qui est mort dans des conditions opaques à Marseille. On n'en a pas parlé. Ils ont parlé de suicide, la famille a dit non, c'est pas un suicide, 1 minute, je sais. Mais je sais, il y en a tous les mois, on les recense. Après Adama Traoré, il y a un homme qui est mort à Béziers dans des conditions
presque similaire à celle d'Adama Traoré, c'est-à-dire qu'on lui a vidé 2 bombes lacrymogènes dessus et qu'il est mort plaqué au sol, étouffé. Et la famille a peur de porter plainte, la famille a peur de se mobiliser par peur de représailles. Donc ces morts-là, c'était encore un homme noir, contrairement à ce que la presse a bien voulu nous faire entendre. Et ces morts-là, elles agitent constamment notre actualité sans qu'on aille plus dans le détail et sans qu'on veuille bien s'y intéresser. Et donc, ce qui est important, c'est que oui, bien sûr qu'il faut faire front commun. Et bien sûr qu'il faut qu'il y ait convergence des luttes. Mais cette convergence des luttes ne doit pas signifier subordination et perte de nos objectifs à nous et de nos priorités à nous. Et nos priorités à nous, militants de l'antiracisme politique et personnes qui travaillent sur la question des quartiers populaires, c'est de faire reconnaître la primauté, ou en tout cas l'importance de la question raciale dans les violences policières. Et enfin, juste pour terminer, parce que ça m'a fait penser, j'ai entendu au début, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, beaucoup des militants, des manifestants du mouvement social contre la loi travail estiment que l'épisode Burkini, j'aime pas dire Burkini, mais bon, tenue de bain de certaines femmes, était une diversion pour occulter les mobilisations du loi travail. Non, c'était pas une diversion. Ça, c'est dans les rêves, ça, c'est une diversion. Ce n'est pas une diversion. L'épisode Burkini était la continuité de la politique coloniale de l'État français à l'égard des femmes musulmanes. Et je finirai juste sur ça. Ça s'inscrit dans une politique ancienne et très bien ancrée de dévoilement des femmes musulmanes qui a commencé à être légiférée en 2004 avec la loi interdisant les signes ostensibles religieux à l'école et qui s'est traduite après par d'autres choses, d'autres débats. J'ai vu que Nicolas Sarkozy a parlé d'interdire le voile dans la rue. Donc tout ça, ce n'est pas de la diversion. C'est la continuité d'une politique coloniale qui vise à détruire les musulmans, les raciser de manière générale. Et les violences policières, c'est exactement la même chose. Et il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait un front commun. Ces violences-là sont la manifestation, la résurgence et la continuité d'une politique raciste, d'un racisme d'État, d'un racisme structurel et d'une politique coloniale. Merci. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui sont présents ici, ainsi que de remercier le comité de mobilisation qui a bien voulu nous réunir. Comme elle vient de le rappeler, je suis ici pour Abdoulaye. Abdoulaye, pour un petit rappel, c'est un jeune étudiant guinéen qui, venu en France en 2016, a été arrêté le 14 septembre dernier et conduit directement en centre de rétention administrative parce que le seul crime qu'il a commis, c'est d'être un jeune noir sans papier et de se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ceci est très compliqué. Le cas d'Abdoulaye est un cas très compliqué et très complexe dans la mesure où c'était un militant politique opposé au régime en place, un régime dictatorial qui, à la suite de nombreux reports des élections législatives, Abdoulaye s'est mobilisé avec ses amis et les opposants contre ce report. Et il a reçu des menaces de mort. Il a décidé de prendre la fuite et de revenir. Le seul pays où il a espéré trouver refuge, pouvoir poursuivre ses études, vivre dignement comme tout être humain, avoir une vie meilleure comme le rêve de tout jeune, c'était la France. Malheureusement, arrivé en France, il a été accueilli à la française. C'est quoi cet accueil? Ce sont les fouilles systématiques, les contrôles interminables et quand tu es pris, être conduit directement en CRA, des CRA surpeuplés, des CRA où les conditions de détention sont des conditions inhumaines, où l'humiliation est poussée à son extrême. Des centres de rétention où impossible de penser à tout est suspendu. Une vie est en jeu, la vie d'Abdoulaye est en jeu, son avenir est en jeu. Aujourd'hui, tous les recours juridiques ont été épuisés et seule la mobilisation aujourd'hui peut aider Abdoulaye à rester ici en France. Comme disaient certains, quand tous les recours juridiques sont épuisés, il faut se mobiliser. Et le cas d'Abdoulaye est un cas très très loin d'être isolé. Aujourd'hui, dans toutes les universités françaises, vous trouverez des centaines et des centaines d'étudiants sans papier qui, avec leurs camarades,
ont les mêmes cours, font les mêmes devoirs, ont les mêmes relevés de notes, ont les mêmes diplômes. Mais ces gens-ci, à la sortie de leur TD, à la sortie de leurs amphis, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas peur parce qu'ils ne sont pas courageux. Ils ont peur pour leurs avenirs. Ils peuvent être contrôlés à tout moment par les flics. Et dès un petit contrôle, c'est leurs avenirs qui se jouent. Leur avenir est en jeu. Et ils risquent l'expulsion. Certains pour eux, c'est la fin de quelque chose qu'ils ont construit. C'est la fin de toute une vie qu'ils avaient construite. Et donc aujourd'hui, au sein de RESF, Réseau Université Sans Frontières, un comité de MOB s'est mis en place pour soutenir Abdoulaye, pour demander sa libération ainsi que sa régularisation immédiate. Pour info, Abdoulaye, aujourd'hui, la préfecture a décidé de son expulsion vers l'Espagne. Qu'est-ce qu'un étudiant inscrit régulièrement dans une université française a à faire en Espagne contre sa volonté? La place d'Abdoulaye se trouve aujourd'hui dans les amphis, dans les salles de TD de l'université de la Sorbonne, et non pas en Espagne. Pourquoi ils veulent l'envoyer en Espagne? Pourquoi ils veulent l'expulser en Espagne? Parce que tout simplement, ces empreintes ont été prises là-bas. Ce qui n'est pas une raison valable, ce qui ne tient pas la route. Et pour éviter cela, la seule chose qui peut éviter à Abdoulaye aujourd'hui d'être reconduit en Espagne, c'est la mobilisation. Il sera auditionné samedi ou lundi prochain au tribunal administratif. Et c'est le juge des libertés et des détentions qui décidera si Abdoulaye il pourra rester en France ou s'il va être expulsé ou s'il sera reconduit en Espagne. Et donc pour cela, avec les amis, il y a une liste de contacts qui a été ouverte. On aura besoin de vous tous, de vos coordonnées, pour pouvoir se mobiliser lors de cette audition, afin que le juge il puisse savoir qu'Abdoulaye il n'est pas seul. Il est retenu tout seul, mais il n'est pas tout seul. Il y a une mobilisation derrière lui, il y a ses camarades étudiants qui le soutiennent, il y a des salariés qui le soutiennent, il y a toute une partie de la population française aujourd'hui qui est derrière Abdoulaye et qui veut qu'Abdoulaye reste en France, poursuive ses études, se construire un avenir meilleur. Parce que sa place, ce n'est pas dans un centre de rétention, ce n'est pas en Espagne, ça se trouve ici, en France, dans les amphis, dans les salles de TD. Et comme je vous l'ai dit, ces étudiants, vous pouvez rester avec eux dans une salle de TD. Une semaine plus tard, vous ne les reverrez plus. Ils n'ont pas cessé les cours parce qu'ils ne veulent pas venir. Ils n'ont pas cessé les cours ils ont cessé les cours tout simplement parce qu'ils ont peur de sortir chez eux. Ils ont peur de se faire contrôler parce qu'aujourd'hui, être noir ou jeune arabe dans une gare, ça fait de toi une cible potentielle des contrôles de police. Et des contrôles... Et ces contrôles sont loin d'être humains. C'est des contrôles brutaux, des contrôles qui déshumanisent, qui humilient l'être humain, qui humilient vraiment l'être humain, qui déshumanisent. Ce sont ces contrôles qu'ils subissent, ces jeunes noirs ou arabes. Que ce soit des jeunes issus des quartiers populaires ou d'autres quartiers, ce sont leur quotidien. C'est le quotidien de ceux et celles qui aujourd'hui partagent des amphis avec vous, partagent des TD avec vous, partagent les repas du resto U avec vous. Ils ont parfois peur de sortir avec vous le soir pour passer certaines soirées parce qu'ils ont peur au retour d'être contrôlés par la police. Aujourd'hui, une tribune a été lancée, signée par des universitaires, afin qu'on puisse obtenir la régularisation d'Abdoulaye et de tous les étudiants et étudiantes sans papier aujourd'hui en France. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors comme mes autres invités, non seulement je vais remercier le comité de mobilisation de Paris 1, mais je vais peut-être aussi leur dire que finalement leur initiative ce soir, elle marque en tout cas peut-être un tournant sur la mobilisation de tous ceux qui subissent ou qui ont envie de lutter contre les violences policières. Et je souhaitais leur dire vraiment bravo, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois dans un meeting, on a aussi bien, des associations
ou des victimes des quartiers populaires que des syndicalistes. Et c'est peut-être un tournant auquel on devra, en tout cas, on verra demain, on fera des propositions pour être intéressant contre le travail qu'on a à faire contre les brutalités policières. Donc vraiment merci à eux, je vous propose d'applaudir. Le deuxième point, c'est que nous on est ici pour témoigner, on est aussi là pour condamner, mais on est aussi surtout là pour riposter et construire ensemble. Après les témoignages qu'on a eus émouvants depuis tout à l'heure, on a aussi besoin, alors peut-être le rôle de syndicaliste permet peut-être cet exercice un peu plus froid entre guillemets, mais on a aussi besoin d'aller peut-être plus loin pour voir comment on peut travailler ensemble. Et moi c'est là-dessus que je souhaitais témoigner ce soir. Témoigner pour dire que la répression qui s'abat, au-delà de ce qui a pu être dit, effectivement elle a pris une ampleur nouvelle dans le cadre de les mobilisations contre la loi travail. Non pas qu'elle n'existait pas avant chez les syndicalistes, il ne faut pas se faire d'illusions, la répression elle existe depuis longtemps. Mais par contre elle a pris une ampleur parce qu'elle a eu des faits que vous avez tous pu constater, inédits, marquants, et qui touchaient des gens qui jusqu'à maintenant étaient, pour une part en tout cas, assez épargnés des violences policières dans un contexte politique que tout le monde connaît et sous un gouvernement dit de gauche qui n'en a certainement pas les valeurs, en tout cas au regard de ce qu'on a pu vivre. La deuxième chose qu'il faut constater, c'est que tous ces faits qu'une partie des jeunes aussi étaient concernés sur le fait d'être violentés, de recevoir en tout cas des coups en pleine gueule, d'avoir récemment un syndicaliste, je pense à lui de Sud, qui a perdu son œil et bien d'autres parce qu'on ne peut pas tous les citer. Il y a à un moment donné une réalité nouvelle qui se fait jour et qui va même plus loin que simplement les violences. Je souhaitais dire que le tournant qui est scandaleux auquel on a dû assister pendant le mouvement social, c'est même maintenant de vouloir nous parquer comme dans un zoo pour pouvoir manifester. C'est aussi ça, cette violence, et qui est aujourd'hui faite par les forces de l'ordre. Elle est importante, cette dérive. Elle est importante, cette dérive, parce qu'elle ne va pas que dans une violence physique. Elle va dans une violence morale, et elle va dans, in fine, sur la remise en cause de nos droits. Nous, on s'est fait huer, on a été mis sur la place publique dans les médias, on s'est fait lyncher, parce qu'on avait osé dénoncer ça. Ce qui pour un syndicat était, pour le coup, assez courageux. C'est vrai que ce n'était pas notre habitude. On s'en est pris des commentaires, et même des fois dans la CGT, il ne faut pas hésiter à le dire, parce que ça a choqué. Mais on en est fiers aujourd'hui, parce que cette affiche, elle est sortie au mois de mai. Et je crois qu'au mois de septembre, à vous voir tous ici dans la salle et avec tous les témoignages qu'on entend, on n'a jamais pu dire à quel point cette affiche est vraie. Et ça, on l'assume, on ne l'a jamais regretté, et il faudra en tout cas continuer à la diffuser. Ce qu'il faut dire dans cette violence, c'est que nous, on dénonçait deux choses en fait. Il y a une violence qui a été instrumentalisée, et ça il faut quand même le dire, d'hommes politiques qui ont utilisé les forces de l'ordre pour réprimer le mouvement social. Ça, c'est le premier message que nous, on tenait en tant que syndicalistes à faire passer, et c'est celui qu'on fait passer, parce qu'effectivement, on fait aussi jouer, pour des fois, pas tout le temps, mais souvent, aux forces de l'ordre, un rôle qui n'est pas le leur. Par contre, il y a quand même un deuxième message, et celui-là, il ne faut pas le minimiser, c'est un peu ce que les témoignages d'avant aussi mettaient en évidence, c'est qu'on ne peut pas simplement dire que c'est une violence d'État, si elle est réelle, je pense, c'est aussi une violence, j'allais dire, des fonctionnaires concernés eux-mêmes, qui, dans leur attitude, ne sont pas non plus exemples de tout reproche dans leur manière d'appliquer ou de faire vivre leur métier. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas simplement dire « Ah ben écoutez, c'est pas de notre faute, c'est les ordres qu'on reçoit, donc on applique ». Il y a aussi, et ça a été dit tout à l'heure par Guillaume, quand on le met en rapport avec un certain vote des forces de l'ordre aujourd'hui, une volonté pour certains d'entre eux d'aller à la bavure, en tout cas ils l'assument, même si après ils s'en excuseront ou qu'ils le nieront, et qui permet en tout cas, pour une part d'entre eux, de tenir des propos comme on les a entendus tout à l'heure dans la scène qu'a vécu Guillaume, comme plein d'autres, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut savoir dénoncer, de dire qu'à un moment donné, il y a une manipulation politique certes, mais il y a aussi une réalité des comportements des agents eux-mêmes qui n'est pas excusable et que l'on doit combattre, en plus de la première argument que je voulais vous donner. La deuxième chose, c'est que dans la condamnation, il faut comprendre que tout ce système, paradoxalement, ça rejoint d'autres aspects qui ont été dits,
mais c'est que cette violence gouvernementale, elle nécessite en tout cas à un moment donné de pouvoir riposter et en tout cas de pouvoir les dénoncer. Et toute la question, elle est là. C'est de dénoncer chacun dans son coin. C'est une réalité, il faut le faire. On est assez partisans, et Mickaël, qui n'a malheureusement pas pu être là ce soir, vous le direz, Mickaël Wamin, c'est qu'on aime aussi beaucoup, à un moment donné, le même jour, même heure, même endroit, même moment. C'est peut-être ça qu'on aurait peut-être besoin de discuter dans la réunion qu'on a ce soir, au-delà du meeting et des prises de parole que l'on peut faire. C'est peut-être aussi ce soir la jonction, comme on dit, la convergence des luttes entre un monde syndical, un monde des quartiers populaires, des militants politiques, il faut aussi en parler, qui sont aujourd'hui réprimés dans leurs activités et qui pourraient peut-être permettre de donner un espoir, parce que je pense que la véritable peur qu'ils ont, c'est justement cette jonction. Et ça, je pense que c'est, en tout cas dans nos propositions qu'on vous ferait, une chose importante. Le combat, il reste 2 minutes, le combat il est inégal parce qu'effectivement on a une machine d'État face à nous. Mais il y a une chose qui est intéressante quand même dans les événements, c'est que la police, elle a perdu la bataille de la communication. Tout ce que vous avez pu sortir, tout ce qu'on a pu éditer, les films, tous ceux qui ont pu filmer, qui ont joué d'ailleurs presque un rôle de journaliste, moi par ailleurs je travaille au Monde, mais c'est intéressant de voir comment chaque finalement citoyen que nous sommes peut être demain, j'allais dire, un journaliste qui filme les scènes comme Guillaume l'a expliqué dans ce qu'il a vécu. C'est ça qui est important, c'est de montrer au monde de manière simple, j'allais dire, et les faits tels qu'ils sont. Et ça, c'est en même temps la réalité que l'on peut vivre. La deuxième, c'est de dire aussi qu'à un moment donné, quand on veut combattre ces réalités, c'est d'agir aussi. Nous, on l'avait fait dans le cadre du mouvement de la loi de travail. On avait parlé de 350 CRS qui avaient été blessés. Mais nous, on avait fait le calcul du nombre de manifestants blessés, c'est-à-dire des pacifistes, comme ceux qui pouvaient d'ailleurs par ailleurs être des casseurs. On était à plus de 800 manifestants blessés dans le travail. Tous les médias étaient polarisés sur les 350, alors qu'on avait plus de 800 manifestants qui étaient blessés. Et ça, évidemment, on n'en parlait pas parce qu'il n'y avait pas d'outil de mesure des manifestants blessés. Et ça fait partie du travail que l'on peut faire et qui est incontestable. La dernière chose, c'était dans les initiatives, vous voyez par exemple celle qu'on a sortie récemment, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vue, c'est aussi de ne pas hésiter à regarder nos hommes politiques eux-mêmes. Il faut savoir quand même que l'ONU vient de rendre un rapport dans son édition 2016 qui a montré que la France faisait un usage excessif de la force, notamment dans le cadre de ce qui a pu se passer dans le premier semestre. Et ça, c'est ce genre de campagnes qui font mal et qui font du bruit, et pour lesquelles on vous a d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, ramener un peu de matériel autour de ça, parce que c'est à partir de ces éléments-là qu'on arrivera à convaincre, à un moment donné, des salariés, des citoyens qui n'osent pas ou qui ne veulent pas forcément croire aux réalités que l'on vit. Alors je terminerai sur un dernier chapitre, c'est le construire ensemble. Le construire ensemble, pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a peut-être un rendez-vous qu'on peut se donner tous et qui permettrait d'officialiser cette jonction entre ces différents interlocuteurs que nous sommes. C'est le 15 octobre, il y a une manifestation donc à Paris de tous ceux qui veulent dénoncer les brutalités et la répression financière. Ça, c'est un rendez-vous auquel, en tant que syndicaliste ou en tant qu'associatif, on se propose de tous se redonner et d'y aller, et en même temps de pouvoir avoir d'autres rendez-vous. Les Goodyear à Amiens, c'est 19 et 20. Sachez que dans les prises de parole, on en avait parlé récemment en coordination, il y aura pas que la parole ne sera pas donnée qu'aux syndicalistes, ça sera aussi donné aux jeunes des quartiers populaires qui sont victimes donc de ces violences policières. Et enfin, peut-être la dernière chose, pour Amiens, évidemment pour ceux, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, certains voulaient y aller, il y a la question des transports, et donc sachez qu'il y a des bus qui sont organisés. Il y a Gaël d'ailleurs de Sud PTT 92 qui est là, qui peut vous vendre les bons de soutien, et pour ceux qui sont intéressés pour venir, qui se rapprochent de nous pour pouvoir être assez nombreux sur Amiens. Enfin, la dernière chose dans les propositions, nous on a un certain talent dans les affiches, peut-être que ça serait l'occasion, si tous les interlocuteurs en sont d'accord, et toutes les autres associations qui ne peuvent pas être là, peut-être de faire une affiche commune pour, comme on dit, leur faire peur, parce qu'à un moment donné, avoir un support commun, je pense que ça serait la meilleure démonstration qu'on pourrait leur faire. Voilà, je vous remercie à tous.